Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes donc en direct ce matin. Nous allons attendre quelques petits instants que la connexion s'opère. Nous sommes avec Jean-Michel, qui est donc avec nous ce matin en direct de Lille. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vois que la connexion maintenant est bien lancée. Je vous remercie donc d'être avec nous ce matin pour ce troisième webinaire en ligne. Nous sommes très heureux d'avoir pu créer ces moments de partage et d'échange, voilà, même à distance ces derniers temps, c'était tout de même vraiment très chouette de pouvoir avoir ces moments de présentation. Nous avions une première conférence qui a porté sur le discernement, qui était présentée par Laurent Falk, le titulaire de la chaire Sens et Travail, et par Bernard Bougon, jésuite administrateur de l'ICAM. Ensuite, nous avons eu une seconde conférence fin mai, qui était une vraie plongée dans l'innovation pédagogique et dans les expériences réalisées par les étudiants, avec la présentation d'un challenge qui était fait pour les étudiants par David Fazani, qui est un enthousiasmant professeur et responsable de l'innovation pédagogique à l'ICAM. Alors, vous allez pouvoir revoir, pour ceux qui n'étaient pas présents à ces deux conférences, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous avons créé un cycle autour de toutes ces conférences que nous présentons en ligne et qui s'appelle le cycle de l'innovation pédagogique. Vous trouverez également deux autres conférences que nous avions réalisées en décembre dernier. Il y a une conférence sur les Fab Labs qui était présentée par Rémi Ducrot, qui était également vraiment passionnante pour présenter ce qu'étaient les Fab Labs en général et précisément à l'ICAM. Et puis, nous avions aussi réalisé une conférence sur le parcours ouvert avec Nicolas Juel qui était en Inde et Anne Flautre, responsable de ce parcours aussi sur le site de Lille. Alors ce matin, c'est Jean-Michel Viau, le directeur général de l'ICAM, qui est avec nous pour présenter le nouveau plan stratégique. Avant de te passer la parole à Jean-Michel, je voulais simplement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Pauline Leroux-Collin. Je suis responsable en fait de la levée de fonds à l'ICAM, du fundraising. Vous le savez peut-être, l'ICAM sollicite chaque année ses alumni, des entreprises, des fondations qui s'engagent à nos côtés pour nous permettre de mener et de développer des projets qui ne pourraient pas voir le jour sans une part de financement privé. Ces financements nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin dans nos aspirations et de garder nos ambitions d'innovation qui sont très chères à l'ICAM. Alors justement, ces ambitions d'innovation, elles sont, euh, elles sont d'actualité puisqu'elles ont été imaginées et redéfinies récemment à travers ce nouveau plan stratégique. Donc c'est un nouveau plan stratégique qui a été en fin de compte aussi bâti à la suite d'un premier plan stratégique qui a eu lieu en 2015-2020 et qui a été élaboré au cours de ces 2 dernières années. Je pense que Jean-Michel, tu vas certainement revenir sur l'explication de cette construction du plan stratégique. Je pense qu'on peut dire que c'est une véritable feuille de route pour imaginer l'avenir à l'ICAM et un avenir qui reste ancré autour de nos valeurs, des valeurs qui sont fortes et qui sont ancrées depuis depuis le début de l'ICAM, en fait, excusez-moi. Donc voilà, un plan stratégique autour des valeurs d'humanité, d'agilité, d'innovation, et qui est également profondément relié à l'ancrage ignatien qui nous est propre. Voilà. Donc une dernière petite chose, vous avez sur la droite de votre écran la possibilité de nous poser des questions en ligne. Donc n'hésitez pas, je les prendrai à la fin de l'exposé de Jean-Michel, je les afficherai à l'écran et nous tenterons d'y répondre. L'objectif, c'est d'avoir à peu près une présentation d'une trentaine de minutes par Jean-Michel et ensuite d'avoir le temps autour d'une quinzaine de minutes de questions, d'échanges. Voilà, a priori à 9h15, 9h30, vous serez disponible pour retourner à vos occupations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je laisse la parole à Jean-Michel qui va vous présenter maintenant avec tout son engagement auprès de l'ICAM ce nouveau plan stratégique. Merci Pauline. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous, en particulier pour ceux qui nous auraient rejoints pendant l'introduction de Pauline.
Donc, je vais vous parler de notre plan stratégique et des orientations, enfin des projets que nous allons mener dans les 5 prochaines années, avec certains projets qui peut-être dureront un peu plus longtemps que 5 ans, parce que vous allez voir qu'il y a de l'ambition dans ce nouveau plan stratégique que nous avons défini. Je voudrais d'abord positionner un tout petit peu le contexte de ce travail qui a été fait depuis 2 ans, rappeler ou dire à ceux qui ne le sauraient pas que l'ICAM aujourd'hui est un collectif qui est bien organisé. On a eu l'occasion, au travers de la préparation de ce plan stratégique, de le prouver une fois de plus, ce collectif est composé de 11 entités, 8 entités en France, 7 entités en France, 4 entités à l'international. Sur les 7 entités en France, il y a 4 écoles à Lille, dans l'Ouest, avec 3 campus, à Toulouse et la dernière école à Paris-Sénart, ce qui fait 4 entités. Il y a 3 entités supplémentaires que sont l'association des alumni, l'association des amis de l'ICAM qui gère nos résidences et la fondation Ferron-Gros. Et puis à l'international, on a 4 entités avec nos partenariats forts, nos joint ventures, pour utiliser un mot du monde économique qui ne s'applique pas bien sûr dans le monde associatif non lucratif dans lequel nous sommes, mais un partenariat 50-50 en Afrique avec d'une part l'Université catholique d'Afrique centrale pour nos 2 sites de Pointe-Noire et de Douala, toujours en Afrique, d'autre part avec l'Université Loyola du Congo à Kinshasa, et puis à Recife et à Quito avec 2 autres universités jésuites. Voilà. Chacune de ces 11 entités a sa propre structure de gouvernance, un conseil d'administration ou un conseil supérieur pour les universités ou un conseil rectoral, et ses propres équipes dirigeantes, les directeurs de site ou les directeurs de formation pour nos formations à l'international présentes sur des campus étrangers. Et c'est tout ce collectif avec tous ces administrateurs et tous ces dirigeants et tous les collaborateurs qui contribuent au bon fonctionnement de l'ICAM tous les jours que pendant 2 ans, ce plan stratégique a été constitué. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros travail collectif et aujourd'hui, je vous parle au nom de tous ces gens qui ont contribué depuis 2 ans à l'élaboration de ce plan. Deuxième élément de contexte, c'est que le dernier plan stratégique nous avait déjà mis sur une trajectoire de fort développement et que nous sommes engagés par les décisions prises depuis 5 ans et les actions qui sont en cours au nom de ce précédent plan stratégique 2015-2020. Nous sommes dans une phase de développement qui va se poursuivre quoi que nous fassions avec notre nouveau plan stratégique, puisque les projets engagés vont amener, je parle notamment de la mise en place d'un nouveau parcours de formation d'ingénieurs en France et à l'international, qui est le parcours ouvert. Je parle de ces développements nouveaux qu'on a eus à Kinshasa, à Recife et à Quito à l'international dans les 2-3 dernières années, vont amener de facto une augmentation de 30% de notre nombre d'étudiants en France et un doublement pour passer à peu près de 2500 à plus de 5000 étudiants engagés dans des formations ICAM sur des campus à l'international. Donc, des étudiants qui ne seront pas français, qui seront africains, brésiliens, équatoriens. Donc, on est sur cette dynamique et c'est le contexte dans lequel nous avons réfléchi aux enjeux pour nous de 2025. Alors, ces enjeux sont de différentes natures. D'abord, nous avons décidé collectivement de poursuivre ce développement et de ne pas s'arrêter au projet simplement en cours. Et on a donc d'autres espoirs, d'autres perspectives. D'une part, pour compléter notre présence et notre savoir-faire en Afrique, avec notamment des projets qui sont en cours de réflexion et que notre plan stratégique souhaite poursuivre et mener à bien. D'une part à Abidjan, en Côte d'Ivoire, peut-être aussi un projet qui tourne dans nos têtes et sur lequel on a déjà pas mal fait d'études, mais qui est en train de revenir à l'ordre du jour dans la partie anglophone de l'Afrique, au Kenya, à Nairobi. Un autre projet en Asie, sur les Philippines, à Manille. Voilà, la crise du Covid depuis 1 an et demi nous a amené à temporiser un petit peu ces projets, notamment en Asie, à Manille. Mais on espère les reprendre très vite avec la sortie de crise qu'on espère pour les mois qui viennent dans notre environnement mondial de l'enseignement supérieur. Donc, poursuite de ce développement de façon à ce que peut-être en 2025, en tout cas c'est notre ambition,
notre collectif compte deux campus supplémentaires, 2 ou 3 campus supplémentaires, 1 ou 2 en Afrique pour vraiment arriver en Afrique à une présence et une taille comparable à celle que nous avons en France dans l'environnement d'enseignement supérieur, et puis en Asie avec Manille. Ça, c'est le premier enjeu, un des premiers enjeux de poursuite de notre développement. Il y a un deuxième enjeu pour nous qui est un enjeu de mutation. Sur différents sujets, donc avec différents enjeux complémentaires. Mutation sur la question de notre empreinte carbone. Et donc, nous avons décidé de mener un projet ambitieux dans les années qui viennent, alors qui nous conduira, qui ne s'arrêtera bien évidemment pas en 2025, qui se poursuivra, de réduction forte de notre empreinte carbone. Et on a pris la décision d'attaquer cette question sur l'ensemble des composantes de notre empreinte carbone, c'est-à-dire bien évidemment le fonctionnement de nos campus et l'empreinte carbone de nos campus, mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi traiter toute la question de nos achats et du sourcing de nos achats et de leur impact en empreinte carbone. On va aussi s'attaquer à tout ce qui est l'essentiel dans notre métier, qui est l'empreinte carbone de nos déplacements. C'est bien d'avoir une stratégie de développement international, mais bien sûr, ça peut sembler contradictoire avec cet objectif d'empreinte carbone, parce que bien évidemment, pour animer ce collectif, je prends l'avion régulièrement, de nombreux collaborateurs prennent l'avion pour aller dans ces pays où nous développons des projets, et pour que des collaborateurs de ces pays viennent nous rencontrer et vivre l'ICAM en France pour comprendre nos façons de faire. Donc, on va s'attaquer à ces plans de déplacement dans nos métiers, y compris pour nos étudiants. C'est bien d'avoir pour nos étudiants des ouvertures à l'international. C'est bien pour nos élèves en formation ingénieur ICAM intégré d'avoir un expériment. C'est super, mais quand nos étudiants, pour se former dans le cadre de l'expériment, pour vivre cette expérience personnelle, partent aux 4 coins du monde en prenant l'avion, là encore, et en vivant de façon différente, ils brûlent du carbone. Et on va donc se poser des questions pour penser à tous ces sujets-là, y compris sur le plan de déplacement de nos collaborateurs et de nos élèves sur nos campus en France et dans chaque pays. Voilà, donc un gros projet sur l'empreinte carbone. Notre ancrage inassien fait qu'on souhaite, j'ai un problème d'écho dans la salle qui va se résoudre très vite, pardon, fait qu'on souhaite ne pas se limiter à la question de l'empreinte carbone, mais à prendre en compte toutes les dimensions de ce qu'on appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire vraiment le rapport de l'homme au monde, à la planète et aux autres, voilà, pour le dire avec des mots les plus simples possibles. Et du coup, on a un gros travail qui est en cours d'évolution de nos contenus de programme, des études, de nos formations d'ingénieurs, avec notamment l'ambition d'intégrer une petite part, alors ça restera une petite part par rapport à notre vocation d'ingénieur généraliste, mais une petite part sur les sciences du vivant, qui est un sujet qui n'est pas du tout abordé aujourd'hui dans le programme des études, de façon à ce que nos collaborateurs, nos élèves, nos futurs ingénieurs, soient un petit peu plus armés, au-delà de la question scientifique et technologique que représentent les enjeux écologiques de préservation de notre planète pour les générations à venir, soient un petit peu aussi sensibilisés à notre rapport au vivant, et avec une initiation aux sciences du vivant. Et puis, il y a toujours sur l'écologie intégrale, un certain nombre d'opérations vont être menées, un certain nombre d'actions vont être menées sur notre rapport aux élèves, aux collaborateurs, la façon d'intégrer la question du MAGIS, j'y reviendrai, dans nos modalités d'enseignement et nos modalités d'évaluation. Et puis, l'idée aussi de mettre en place sur un certain nombre de nos campus, en tout cas les campus qui le souhaitent, des lieux de dialogue, un petit peu en dehors des rythmes et des rituels que nous avons pour être performants et efficaces dans notre projet et dans nos ambitions. Voilà, des lieux de dialogue un peu plus larges pour permettre l'expression d'un certain nombre de réflexions de la part de l'ensemble des collaborations et donc la question du vivre ensemble. Nos modalités pédagogiques vont être modifiées pour intégrer cette notion du MAGIS, c'est-à-dire le fait de ne pas chercher à atteindre des standards d'excellence en tant que tels, mais le fait de permettre à chaque collaborateur et à chaque élève d'aller au meilleur de ce qu'il peut donner pour le service des autres et le service de l'humanité, du monde. Bien évidemment, toujours dans ces enjeux de mutation, des enjeux
d'ouverture sociale. On a décidé, alors on a une mécanique très rodée, on est en plein d'ailleurs dans cette mécanique de recrutement de nos élèves qui est basée sur la rencontre des élèves, sur le témoignage des élèves à l'ICAM vers leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs au sens africain, au sens large, leurs connaissances qui sont au lycée et qui se posent des questions sur leur avenir et qui cherchent à prendre les bonnes décisions sur leur orientation. Alors cette mécanique marche très bien, nous donne de très bons résultats sur notre recrutement, mais elle a le défaut de faire que on s'adresse un petit peu toujours au même type de public. Ceux qui nous connaissent bien, et que du coup le projet de l'ICAM n'est peut-être pas assez connu de gens qui sont un peu loin de nous, culturellement, socialement, géographiquement. Et donc, on a décidé de mener un projet, et sans doute pour ce projet, on va embaucher quelqu'un justement qui ne soit pas de notre univers, pour nous aider à mener ce projet en réfléchissant autrement et en mettant en parallèle de nos processus de recrutement. Il n'est pas question de les remettre en cause puisque c'est une des réalités de la réussite de l'ICAM aujourd'hui, mais d'expérimenter d'autres méthodes de recrutement pour petit à petit permettre à des personnes un peu plus loin de nous rejoindre. Et puis enfin, enjeu de mutation sur nos postures managériales. Le monde du travail évolue énormément. La crise que nous sommes en train de traverser a amené aussi à une accélération sur la façon d'envisager son rapport au travail. Et on a aussi une grosse mutation à faire sur nos postures managériales au sein d'ICAM, comme dans toutes les structures associatives ou toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, premier enjeu, un enjeu de poursuite de développement. Deuxième enjeu, un enjeu de mutation qui se décline, comme je viens de le dire, en beaucoup de sujets. Troisième enjeu, un enjeu d'ouverture. Alors, j'ai fait un peu la transition en parlant de l'ouverture sociale, qui est un enjeu de mutation, mais on a une ambition d'ouvrir l'ICAM aussi autrement à l'extérieur, de revisiter au travers d'un projet nos postures, notre vision, notre façon de voir les choses, d'appréhender et nos postures de collaboration avec le monde économique. On est aujourd'hui à l'ICAM dans un rapport d'efficacité sur ces relations avec le monde économique, c'est-à-dire qu'on gère très bien nos relations aux entreprises pour permettre à nos étudiants d'avoir des stages, des contrats d'apprentissage. On gère très bien nos relations aux entreprises pour mener tous les ans de très beaux projets en lien avec les entreprises. On est très efficace sur notre collecte de taxes d'apprentissage. Mais voilà, c'est toujours orienté, ce qui est bien, vers beaucoup d'efficacité. On souhaite développer une approche plus collaborative, plus de réseaux, plus de relations gratuites, plus d'implication du monde de l'entreprise dans la vie de nos écoles. Et puis, toujours sur l'ouverture, bien sûr, la question de notre communication institutionnelle. Comment faire mieux connaître et reconnaître la qualité du projet de l'ICAM auprès de notre environnement de façon plus globale. Donc ça, c'est le troisième enjeu, un enjeu d'ouverture. Et un quatrième enjeu, et je vais terminer cette partie sur ce qui va composer les principaux projets qu'on va mener dans les 5 années qui viennent. C'est un enjeu multiculturel, puisque vous l'avez compris par mon introduction. L'enjeu aujourd'hui, j'ai décrit en début d'exposé un travail collaboratif dont je suis très heureux au sein de l'ICAM. Ce travail collaboratif remonte maintenant à relativement loin, c'est-à-dire à une trentaine d'années sur le plan français. C'est-à-dire il est né, cette nécessité de travailler ensemble est née en 1988 lorsque l'ICAM de Nantes a été créé, lorsqu'on s'est retrouvé avec deux sites écoles en France. Et puis après, on n'a fait qu'accroître en France ces enjeux de fonctionnement collectif. Il est très fort aujourd'hui en France. Il reste encore à étalonner. On a des coups de barre à donner, parfois d'un peu plus de centralisation, parfois d'un peu plus de décentralisation, mais il est très fort et bien établi en France. Notre enjeu est maintenant de l'établir dans la dimension actuelle de l'ICAM, c'est-à-dire d'arriver au même niveau de complicité, au même niveau de collaboration, au même niveau de fonctionnement collectif avec nos amis africains. Alors là encore, on commence à bien l'établir puisque notre première implantation à Pointe-Noire, elle date de 2002, donc ça fait maintenant bientôt 20 ans. Et donc petit à petit, la compréhension des différences culturelles,
le respect des réalités territoriales et locales, tout en impliquant une stratégie collective, commence à bien fonctionner avec l'Afrique. Le fait qu'on ait nommé il y a un an un directeur général délégué à l'Afrique, Mathieu Gobin, qui est à Douala, va contribuer à accélérer ce fonctionnement collectif avec nos amis africains et entre Français et Africains. Mais on a la même chose à bâtir maintenant avec nos amis brésiliens, équatoriens, et puis indiens, et puis demain philippins. Et ça, c'est un enjeu très fort parce que voilà, on n'est plus à créer du collectif dans une culture qui est la même, la nôtre, notre culture française, mais on doit réussir ce fonctionnement collectif dans une dimension très large. Et ça, c'est un très gros enjeu, avec du coup un projet structurant qui consiste pour nous à entrer pour cette question dans une phase de décentralisation. On avait organisé nos relations internationales jusqu'à présent de façon très centralisée, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entité groupe ICAM avec un centre de collaborateurs dédiés et mon implication forte qui avons mené depuis 10-15 ans cette internationalisation de l'ICAM, notamment notre responsable des programmes internationaux, aujourd'hui le directeur de ces programmes qui travaille au sein du pôle enseignement supérieur aux côtés de Carole, qui est Marc Génuit. Mais on a décidé pour que ce fonctionnement collectif s'accélère, de vraiment passer par une phase de décentralisation en remettant aux mains de nos directeurs de campus en France et à l'international cette question de la construction de nos modes de fonctionnement multiculturels et internationaux. Donc, on va mener un projet ambitieux, c'est Marc Génuit qui va le mener, dont je viens de parler, sur l'internationalisation de nos campus pour qu'ils soient vraiment acteurs de cette internationalisation et qu'on ne soit plus en mode push comme on l'a été depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc, tout cela a fait beaucoup de projets. Hein. Je ne vous ai pas décrit un à un les projets, mais il y a aujourd'hui entre 20 et 25 projets qui sont soit des projets qui vont se terminer dans le cadre de notre plan stratégique 2015-2020, qui n'a pas été arrêté brutalement en 2020, et il y a des projets qui vont se terminer. Certains qui sont à leur début, comme le projet en Équateur à Quito, certains comme le projet de rapprochement entre le fonctionnement de nos résidences et de nos campus écoles qui est en train de se terminer. Et puis des projets nouveaux, et je vous ai décrit un certain nombre de projets nouveaux importants au travers de mon intervention ce matin. Avant de laisser un maximum de place aux questions, de pas prendre les 30 minutes qui m'étaient accordées, mais simplement 20-25 minutes, voilà, pour laisser beaucoup de temps à l'échange. Je voudrais terminer mon intervention par les ambitions que collectivement nous avons formalisées. C'est-à-dire que les projets que je viens de vous décrire, les enjeux que je viens de vous décrire, sont au service de cette ambition, le chiffre 7. La première ambition, c'est de relever les enjeux scientifiques, techniques et sociétés d'un monde en mutation à travers un modèle éducatif singulier et innovant. Donc, vous voyez, je vous ai parlé d'enjeux de mutation. On retrouve cet enjeu dans cette ambition. La deuxième ambition, c'est de continuer à offrir des campus ouverts aux autres et au monde, connectés à leur territoire, où s'inventent les nouvelles intelligences de l'entreprise. La troisième ambition, c'est de promouvoir encore et toujours la diversité sociale et culturelle. La quatrième ambition, c'est d'encourager des accomplissements personnels de nos collaborateurs et de nos étudiants, fondés sur la singularité. On retrouve là la notion du magis ignatien, centré sur la place de l'homme sur la terre et son rôle dans la société. La cinquième ambition, c'est de soutenir et enrichir le fonctionnement collectif solide, déjà mis en place, qui permet de faire fructifier les projets du groupe, le groupe au sens de notre collectif. La sixième ambition, c'est de renforcer encore la multiculturalité des équipes à tous les niveaux. Et la septième et dernière ambition, c'est de poursuivre le développement du groupe dans les régions du monde porteuses de grands défis économiques et sociaux. Voilà ce qui anime, ce qui a en tout cas le résultat de toute cette réflexion très collective avec beaucoup de consultations, beaucoup de discussions, beaucoup de discernements collectifs qu'on a mené depuis 2 ans. Et voilà ce que les dirigeants opérationnels de tout l'ICAM, que j'ai le plaisir d'animer, vont s'attacher à faire dans les 5 années qui viennent et pour lequel je
rebondis sur ce que Pauline disait en se présentant, pour lequel, pour initier certains projets ou pour accélérer certains projets, on va avoir là encore besoin du soutien de beaucoup d'amis, alumni et contributeurs, voilà, de gens qui souhaitent contribuer et nous accompagner au travers de dons annuels qui nous ont été fort utiles depuis 10 ans pour arriver là où nous sommes arrivés et dont nous aurons encore besoin pour atteindre cette ambition dans les années à venir. Je vais m'arrêter là pour laisser un maximum de temps, Pauline, aux questions. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, effectivement, comme je vous le disais en début de conférence, vous pouvez poser des questions dans le chat qui est situé à droite de l'écran. Je les prendrai au fur et à mesure. On a un petit décalage de quelques secondes, donc je les vois peut-être pas forcément tout de suite. Alors, il y a une question, il y a déjà un premier témoignage qui nous dit que voilà, quelqu'un qui a visité le site de Pointe-Noire en 2019 et qui témoigne de l'engagement des intervenants sur le site et du fait que le site soit très adapté et très chouette. Donc voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. On a également une autre question. Quel est ton regard sur la maturité de l'ICAM, sur ses compétences distinctives? L'écologie intégrale est-elle amenée à en devenir une? Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, merci d'ailleurs de me tendre cette perche pour parler des capacités distinctives de l'ICAM. Il y en a aujourd'hui 4 qui sont nommées. Je pense que Guillaume le sait, mais c'est intéressant que peut-être je les rappelle pour tout le monde. Il y en a 2 qui sont historiques. Elles sont génétiques. J'ai l'habitude de dire, elles sont génétiques pour nous. C'est la relation au monde économique. C'est génétique parce que l'ICAM, à la fin du 19e siècle, a été créé par des patrons chrétiens d'entreprises dans le nord de la France. Et que donc, on est né du monde économique. L'ICAM est né d'une volonté du monde économique. Et donc, ce lien au monde économique est une capacité distinctive de l'ICAM qu'il nous faut toujours réinventer, mais elle fait partie de notre ADN. La deuxième capacité distinctive, c'est notre attachement à la pédagogie et à la spiritualité ignatienne. Et ça, c'est parce que ces industriels ont confié, au moment de la création de l'ICAM, l'animation du projet pédagogique à la Compagnie de Jésus. Et donc, c'est notre deuxième capacité distinctive, là encore, qu'il faut renouveler, réinventer à chaque période traversée par l'humanité. En l'occurrence, par exemple, la crise du Covid nous a amené à nous poser la question comment mettre en place du distanciel en tenant compte de cette capacité distinctive de l'ICAM, c'est en n'oubliant pas notre pédagogie ignatienne. On a décidé il y a 5-6 ans de rajouter 2 autres capacités distinctives qui sont en cours de construction. C'est le caractère international et multiculturel de l'ICAM, parce que la réalité aujourd'hui que je viens de vous décrire fait que ça fait déjà 20 ans qu'on est confronté à cette réalité et que du coup, on peut espérer en faire une vraie capacité distinctive. Et la quatrième, c'est l'ouverture sociale, parce que là encore, c'est quelque chose qui remonte à 1907, donc très loin, cette ouverture de nos écoles d'ingénieurs à des publics très variés, y compris des publics très fragiles. Ce qu'on fait aujourd'hui au travers de nos écoles de production, où on accompagne des jeunes qui sont en échec total scolaire et social à retrouver une place dans notre société. Donc, ce sont nos 4 capacités distinctives. Je ne doute pas, Guillaume, maintenant je réponds à ta question, qu'une fois qu'on se sera mis en route sur la question d'écologie intégrale, qu'on se sera vraiment approprié, pas d'un point de vue intellectuel, ce qui est largement le cas aujourd'hui. Les gens sont… mais il faut qu'on pose des actes. Voilà, dans la pédagogie de l'ICAM, il faut poser des actes. Il faut d'abord faire. Tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas dire que c'est une capacité distinctive. Or, on a beaucoup de chemin à faire sur l'écologie intégrale. J'espère qu'en 2025, on pourra dire que c'est la 5e capacité distinctive qui est en train de naître à l'ICAM. Voilà. Mais on pourra le dire quand on aura atteint une partie de notre ambition sur cette question-là. Merci Guillaume pour cette question. Il y avait une autre remarque qui avait été faite de Pierre-André Carpentier qui était sur l'international, là, cette fois, voilà, et effectivement, ce que tu peut-être tu n'en as pas beaucoup parlé ce matin, c'était l'Inde.
Alors, merci Pierre-André aussi pour cette question. Bien sûr que nous sommes toujours présents en Inde et que nous travaillons toujours en Inde et que la crise du Covid là-bas, qui est très forte, a fait que notre collaborateur Nicolas Juel, qui était là-bas depuis 3 ans et qui espérait pouvoir rester une 4e année, a décidé de rentrer avec sa famille il y a 3 semaines. Après le passage pendant 5 ans de Marc Génuit et avant de Jean-Baptiste Suchet pendant 3 ans. Donc, nous sommes toujours présents en Inde. Le directeur du Loyola Ikam College of Engineering and Technology à Chennai, qui fait partie de ce campus universitaire jésuite qui est le Loyola College à Chennai, le père Father Venish, jésuite indien, fait partie de l'International Executive Committee du groupe ICAM, c'est-à-dire cette instance que je réunis en visio tous les mois et quand la situation le permet, une fois par an en présentiel avec un séminaire long et qui regroupe l'équipe de direction générale, donc les 4 directeurs généraux délégués qui travaillent maintenant à mes côtés depuis plus d'1 an, et puis tous les directeurs de campus en France et à l'international. Donc les 4 directeurs français, je vais les citer, Franck Jimenez à Lille, Mathieu Vico à Sénart, Bruno Soulard pour les 3 campus de l'Ouest, Jean-Denis Falise à Toulouse, le directeur de l'Institut Kakikam avec ses 2 campus de Pointe-Noire et Douala, qui est actuellement Mathieu Gobin, qui est en même temps directeur général d'Égal Afrique, mais un nouveau directeur, Martial Adiang, va être nommé le 1er juillet sur ces 2 campus. Romain Casadi, jésuite, directeur de la faculté Loyola ICAM de Kinshasa. Andrea, la directrice à Unicap. Notre implantation à Quito va démarrer en septembre prochain. Et donc, le directeur n'est pas encore nommé, mais il va l'être dans les jours qui viennent. Et il rejoindra cet International Executive Committee. Bref, tous ces gens qui se réunissent, Venish, le directeur du Loyola ICAM College, en fait partie. Alors, je n'ai pas cité le Loyola ICAM College dans le collectif ICAM, parce que au niveau du collectif de plus haut niveau, qui est le board, le conseil d'administration du groupe ICAM, qui réunit alors pas les directeurs, mais les présidents de ces 11 entités que j'ai décrites en début de présentation, entrer dans ce conseil d'administration du groupe ICAM nécessite 2 choses, nécessite de reconnaître, de valider une charte de gouvernance qui définit nos modalités de fonctionnement, et puis aussi de contribuer financièrement, d'accepter de contribuer financièrement au fonctionnement collectif de l'ICAM. Et on n'en est pas encore à ce niveau d'acceptation de ce qu'est un fonctionnement collectif avec nos amis indiens. On espère et on travaille pour y arriver un jour, mais c'est un sujet assez compliqué. Donc, sur le plan opérationnel, on travaille avec eux. Ce campus fait toujours partie fait partie de notre fonctionnement collectif. On a des échanges d'étudiants, de collaborateurs. Son directeur fait partie de notre International Board, mais ils ne font pas partie, alors que tous les autres ont accepté d'emblée ce mode de fonctionnement collectif. C'est aussi un petit peu ce qu'on arrive à construire petit à petit, l'expérience que nous avons menée en Inde, les difficultés qu'on rencontre pour justement qu'ils intègrent cette vision collective, nous amènent aussi à envisager les nouveaux partenariats autrement et à les préparer autrement et du coup peut-être à réussir mieux et plus vite que ce qu'on a réussi à faire en Inde. Et puis, il faut aussi admettre, et j'en ai parlé pendant mon exposé, que travailler collectivement avec des gens d'une autre culture, ça amène beaucoup de questions et beaucoup de concessions de part et d'autre, et que la culture indienne est une culture qui place la barre très haut sur ce sujet-là. Voilà, et qu'il va nous falloir du temps pour y arriver. Merci. Alors, une nouvelle question qui, là, n'est plus du tout en lien avec l'international, mais en lien avec la recherche. Effectivement, c'est également un sujet important. Quelle sera la place des projets de recherche à l'ICAM dans ce plan stratégique pour les 5 années à venir, avec un exemple, la neutralité carbone, puisque tu en as parlé dans ton exposé. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la recherche, effectivement, qui est un sujet qui était au cœur du premier plan stratégique, qui a été énormément développé les dernières années, et quid de l'avenir? Alors, dans une intervention relativement courte, je ne peux pas tout développer et donc j'ai choisi de focaliser sur les choses nouvelles. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les bonnes choses qui ont été initiées depuis 10 ans, comme la recherche, vont être arrêtées. Au contraire, ça va se renforcer. Dans le plan stratégique, un projet structurant qui était engagé et qui a d'ailleurs évolué au fil du temps et qui s'est renforcé il y a 1 an et demi, dans le cadre du précédent plan stratégique, a été réaffirmé avec du coup une nouvelle ambition
Et donc, le développement de notre recherche va se poursuivre. Là encore, hein, il faut se rappeler qu'il y a 10 ans à peu près, il n'y avait pas de recherche à l'ICAM, pas de recherche au sens habituel du terme. Il y avait une recherche appliquée très, très importante qui existe toujours, mais il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas d'accueil pas de publication, pas d'accueil de doctorants, très peu de conventions de recherche avec des gros labos de recherche territoriaux. Aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'ordre de grandeur, c'est que en 10 ans, on est passé de 0 à une trentaine, 30, 35, ça dépend des années, doctorants accueillis dans les laboratoires de l'ICAM. On est passé, là encore, je travaille de mémoire, j'ai pas pris mes antisèches, mais je pense qu'on doit être autour d'une quinzaine de conventions signées avec des grands laboratoires de recherche publics et privés autour de nos campus en France. On a aujourd'hui un chercheur, Hervé, habilité à diriger des recherches. Je pense qu'on a eu l'ambition d'en avoir une dizaine dans les 5 années qui viennent, parce qu'on a un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui préparent à passer cette habilitation à diriger des recherches. Et on a passé un cran il y a 1 an et demi, et ça fait partie d'une stratégie qui est en train de se préparer d'ailleurs par les 3 responsables qui ont été nommés. On a décidé d'organiser notre recherche de façon plus collective autour de 3 axes que sont les questions d'énergie, la neutralité carbone forcément va faire partie de ces réflexions. Au niveau des matériaux innovants, et là encore la question de la préservation des ressources de la planète, du recyclage des matériaux va irriguer fortement ce 2e axe de recherche. Et le 3e axe de recherche, c'est la transformation de nos sociétés. Et là encore, la question de l'empreinte carbone, parce que on arrivera à résoudre, je ne vais pas faire de grands débats, ouvrir de grandes questions, mais on va forcément résoudre l'impasse dans laquelle on est par de l'innovation technologique, mais aussi par des changements de comportement et d'habitude. Et ça impacte du coup toute l'organisation de notre société, du monde du travail et de nos façons de vivre. Et c'est le 3e axe de la recherche. Donc on a nommé 3 responsables pour ces axes de recherche. C'est Jean-Pierre Fradin à Toulouse pour les questions d'énergie, c'est Hervé Le Sourne à Nantes pour les questions sur les matériaux, c'est Paul-Éric Dossou à Sénart pour le 3e axe qui est la transformation de la société, enfin de nos modes de fonctionnement. Ces 3 responsables d'axe ont l'ambition, en étant plus collectifs, après qu'on se soit bien implanté dans nos territoires et qu'on ait les bons accords, les bonnes conventions avec les bons labos, c'est en se mettant collectivement, par l'animation de ces 3 responsables recherche, d'arriver à répondre à des appels d'offres beaucoup plus importants au plan français, national, européen ou mondial. Il y a aussi, en lien avec Marc Génuit, tout un enjeu d'internationalisation de notre recherche, en s'appuyant justement sur nos enseignants-chercheurs français et sur nos campus maintenant à l'étranger, pour diversifier les actions collectives de recherche au plan international. Donc oui, la recherche va continuer de faire partir on va continuer de renforcer, de développer notre recherche à l'ICAM. J'ajouterais que pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une chaire d'enseignement et de recherche également à l'ICAM, donc qui est issue de ces dernières années, et que voilà, c'est la chaire Sens et Travail. N'hésitez pas à aller voir son site, et puis un de nos webinaires y était consacré. Nouvelle question pour toi, Jean-Michel, de Bruno, qui est le président des alumni. Merci Bruno d'être avec nous et de poser cette question. Effectivement, pour atteindre ces objectifs, quels vont être les points de vigilance et sur lesquels notre attention doit se porter pour réussir ce plan dans les prochaines années? Alors, c'est pareil, c'est une bonne question, mais c'est comme dans tous les gros projets stratégiques, je pense qu'il y a 2 enjeux majeurs, 2 points de vigilance majeurs. Le premier point de vigilance, c'est de bien préparer la conduite de chacun des projets qui va nous permettre d'atteindre ces ambitions en mettant le bon niveau d'énergie, de ressources, de financement en place. Donc, il y a un enjeu d'acceptation que les moyens soient mis en œuvre et que pour ça, parfois, peut-être, on s'expose un peu à certains risques financiers. Voilà. Il faut mettre des moyens en œuvre pour avancer. Et pour ça, il faut avoir l'audace de le faire. Donc, c'est un point. Et il faut qu'on ne le fasse pas n'importe comment, parce qu'on pourrait aussi être tenté de mettre des moyens colossaux dont on ne dispose pas. Donc, on ne peut pas se mettre en danger non plus. Être audacieux ne veut pas dire être fou.
Donc voilà, il va falloir qu'on cadence bien les moyens et à mettre en œuvre pour chacun des projets et l'enchaînement des projets les uns par rapport aux autres. Et on est dans un monde où tout bouge, donc on ne peut pas non plus faire un plan en disant tel projet démarrera à tel moment, parce qu'il faut qu'on saisisse à un moment donné les opportunités. Maintenant, on sait où on veut aller. Il va falloir qu'on saisisse les bonnes opportunités pour être capable d'accélérer quand c'est le moment d'accélérer, être capable de se calmer quand c'est le moment de se calmer, et toujours ne pas oublier que ça fait partie de nos enjeux et que on doit assurer le fonctionnement quotidien de nos sites, c'est sûr, mais qu'on doit aussi mettre en place des moyens pour réussir ces projets. Ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, c'est un point de vigilance de communication. Merci à Pauline d'avoir organisé ce webinaire ce matin, parce que tout ça ne peut marcher que si l'ensemble des collaborateurs, des élèves, des alumni, des entreprises partenaires, de ceux qui sont en lien avec l'ICAM et qui du coup sont des relais des ambassadeurs, ça ne marchera que s'ils relaient positivement. Et pour ça, il faut qu'ils soient bien informés, qu'on prenne le temps de bien les informer, de leur faire comprendre pourquoi nous posons ces actes, pourquoi nous posons ces projets. Parce que bien évidemment, on a mis 2 ans à construire ce plan stratégique en impliquant beaucoup de personnes. Mais il y a tellement de gens qui sont attachés au projet de l'ICAM, il y a tellement de gens qui ont envie d'y contribuer, qu'ils ont aussi envie de donner leur avis et qu'il faut faire en sorte que la mélodie globale reste jolie, reste belle, reste harmonieuse. Et que pour ça, il faut arriver à faire comprendre pour embarquer le plus grand nombre d'ambassadeurs possibles dans cette aventure. Voilà pour moi les 2 points de vigilance que je citerai pour répondre à ta question, Bruno. Merci. Une nouvelle question, peut-être qui revient un peu en arrière, mais effectivement, c'est assez intéressant aussi avant de se projeter dans la suite du plan stratégique. Quel retour d'expérience et quel bilan tires-tu du plan stratégique qui alors actuel, enfin qui s'est terminé même, je dirais, hein, maintenant, voilà. D'abord, le bilan est très positif parce que là où on est aujourd'hui, et on est vraiment en situation sereine, et d'ailleurs, la passage de la crise de la Covid nous l'a montré, l'ICAM a très bien résisté à cette crise majeure, beaucoup mieux que pas mal d'autres campus. C'est-à-dire que notre modèle, les valeurs, les actions, notre façon de fonctionner a fait ses preuves. Et le plan stratégique 2015-2020, la plupart de ces actions ont été menées avec réussite. Certaines ne sont pas terminées et vont se terminer dans les années qui viennent. Assez peu de projets ont été abandonnés parce qu'on a jugé en cours de route qu'il fallait les abandonner, mais il y en a eu quelques-uns. On a aussi eu la sagesse de se dire à un moment donné, ben oui, on aurait aimé faire des choses, mais vaut mieux être sage et ne pas les conduire parce que c'est pas le moment. Ça va être compliqué. Ça a été forcément à la fois une source, je pense, de grande motivation pour toutes les équipes qui travaillent à l'ICAM et qui font la réussite du projet de l'ICAM, hein, qui est vraiment une réussite collective, mais aussi la fierté de tous ceux qui nous ont soutenus. Et en même temps, bien sûr, comme toute ambition élevée, comme toute ambition forte parfois, des moments de stress, de découragement devant l'ampleur de la tâche et de l'ambition. Donc, c'est assez mitigé. J'essaye d'être le plus juste possible. Donc, je suis très conscient que cet engagement demande beaucoup, implique beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est aussi ce qui fait que la plupart des collaborateurs et des gens qui soutiennent l'ICAM sont heureux d'accompagner ce mouvement. Voilà. Donc c'est, je pense, une source de réussite, de fierté que cette ambition que nous avons portée entre 2015 et 2020. Et puis ça a fortement contribué à l'amélioration encore de notre fonctionnement collectif, qui pour moi est la base de la réussite. C'est-à-dire tant qu'on restera collectif, qu'on arrivera à tenir ce collectif, à le faire progresser, à le faire grandir, alors on pourra continuer d'avoir de belles ambitions. Merci. Alors, je ne vois plus de questions. Je vais vous laisser encore peut-être une dernière. Ah voilà. J'en vois une autre. Communiquer largement est essentiel en effet, et ce n'est pas toujours dans nos gènes. Eh bien oui, c'est vrai. Non, mais on se soigne.
on se soigne. Je pense que voilà, là encore, le plan ce qui s'est passé depuis 5 ans, je vais vous dire ma vision des choses. La communication, d'ailleurs, c'est un sujet très large. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met à ce point-là? Mais moi, je vais vous dire les progrès immenses que nous avons faits depuis 5 ans et dont je suis très heureux et très fier. Le premier progrès, c'est la qualité de nos documents présentant l'ICAM, et je vais citer à titre d'exemple le rapport annuel qui est disponible en ligne, que toute personne qui s'intéresse à l'ICAM peut aller consulter. Et j'ai maintenant des gens qui m'en parlent, qui sont allés consulter, qui me disent « Wow, quelle dynamique collective à l'ICAM ». Donc, la qualité de ces documents, elle a fait un bond, et notre capacité à communiquer clairement, voilà. Et après, on peut décliner beaucoup de supports majeurs de communication que nous avons. J'en cite un qui réunit tout le monde, mais après, chaque entité, a ses propres outils de communication. Et on a vraiment fait un saut qualitatif important sur notre communication écrite. Notre communication vidéo, beaucoup de films, dans les nouvelles formes, pas vidéo et audio, les podcasts. Voilà, a circulé récemment le premier épisode d'une nouvelle série de podcasts qui interviewe Jean-Luc Soufflet, premier président du groupe ICAM. Tous les podcasts sur les métiers exercés par de jeunes diplômés, je sais pas, il y aura une quinzaine de podcasts réalisés. Ce sont des outils de communication d'une qualité exceptionnelle. Nos événements, quelqu'un faisait référence à la visite du site de Pointoir, mais ceux qui ont eu la chance de participer à l'inauguration du site de Pointoir, de notre partenariat et du pavillon maker de Récif, du site de l'inauguration en 2015 du site de Paris-Sénart, voilà, du site de Sénart, tous les rendez-vous de la campagne de levée de fonds, le gala qui a eu lieu il y a 2 ans, les rendez-vous annuels, la soirée de clôture, l'événementiel, voilà. On a vraiment fait, en termes de communication, un gain colossal sur notre capacité à rayonner auprès des gens qu'on invite à tous ces événements. J'allais oublier le forum entreprise. Alors, on n'a pas pu le tenir depuis 2 ans à cause de la crise de la Covid, mais qui a réuni bientôt une centaine d'entreprises physiquement. Alors, il a été remplacé par des forums numériques qui ont bien marché aussi. Mais l'image qu'on envoie à nos entreprises partenaires, l'image qu'on envoie à nos alumni, l'image qu'on envoie à nos collaborateurs, à nos élèves, l'image qu'on envoie aux institutionnels qu'on invite à chacune de ces rencontres, donne une image de l'ICAM dont je suis extrêmement fier par rapport à ce que nous pouvions faire il y a 10 ans. Voilà. J'ajouterais, je me permets juste, mais on a aussi une présence assez forte sur les réseaux sociaux. Voilà, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, voilà. Mais il y a aussi cette présence qui est assez forte, qui relaie beaucoup d'informations. Alors c'est vrai que on a une communication de très grande qualité. Après, il y a une difficulté qui est celle partagée par tout le monde dans l'enseignement supérieur et même ailleurs, qui est de joindre nos cibles, si je puis dire, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont chercher le rapport d'activité, et cetera, et cetera. C'est là où on a beau faire beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est pas toujours évident. Voilà. Là encore, je le dis parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, parce que, comme le dit Philippe, on ne communique pas suffisamment bien et suffisamment fort. Pour autant, on fait aussi régulièrement des communiqués de presse, et après, et on travaille aussi l'amélioration de tout ça. Et j'en profite pour remercier toutes les équipes com, parce que tout ce dont on parle, c'est eux qui le construisent depuis 5 ans. Mais après, c'est la question de notre relation au monde des médias, l'envie qu'ont les journalistes de relayer ou pas un communiqué de presse. Mais je vais quitter ce débat-là pour revenir à un autre fait. C'est notre communication auprès d'institutionnels. Voilà, il y a 8 jours, la ministre déléguée à l'industrie visitait notre site de Sénart au nom de son école de production. De nombreux députés ont visité nos sites au nom de nos écoles de production. Voilà, donc on a quand même. Alors après, on continue de se soigner, et le chemin est long dans notre culture d'ingénieur et dans notre culture
historique de femmes et d'hommes du Nord. Voilà. Les gens comprendront ce que je veux dire. Pour finir là-dessus, parce que c'était un point qui m'a marqué, moi, dans le plan stratégique et sur les ambitions. Effectivement, on est passé d'une école du Nord qui comptait quelques centaines d'élèves par an. Le défi demain, il y a quelques chiffres dans le rapport. Tu peux nous les rappeler? C'est-à-dire que combien d'étudiants à la fin de ce plan stratégique? Voilà, juste pour montrer aussi l'évolution de l'ICAM, c'est celle-ci, quoi. On passe d'une école, un site, un parcours d'ingénieur. Aujourd'hui, c'est 3 parcours d'ingénieurs très différenciants qui permettent du coup de s'adresser à des lycéens différents, qui ont des qualités différentes, avec des parcours qui ont des exigences différentes. L'exigence du parcours intégré n'est pas l'exigence du parcours apprentissage, qui n'est pas l'exigence du parcours ouvert. Donc 3 parcours, le nombre de sites, j'y reviens pas, il y a 6 campus en France, 3 campus en Afrique, on espère bientôt 4 ou 5, 2 campus en Amérique latine, 1 campus en Inde, on espère bientôt un deuxième en Asie avec les Philippines. Le nombre d'étudiants, c'est aujourd'hui, on doit tourner en France à 4000, 4005. On va passer par l'évolution du parcours ouvert qui est en train de se produire. Hein. Faut savoir, quand on prend une décision, il faut 5 ans ou 6 ans avant qu'elle porte ses fruits, puisque la première promo du parcours ouvert, on l'a recruté, ils n'étaient pas nombreux. Chaque année, on en recrute un peu plus et il faut attendre 4 ans pour que les 4 années soient en rythme de croisière. Donc, il faut attendre, dans notre métier, il faut attendre une dizaine d'années pour qu'une décision porte vraiment des fruits. Le temps de mettre en place le projet, de le lancer, que ça monte en puissance. Voilà. Paris Sénart a atteint ses objectifs de nombre d'élèves après 10 ans parce qu'il faut du temps, enfin pas ses objectifs, mais le nombre qu'on s'était fixé, il faut du temps pour atteindre le seuil de fonctionnement qui est nécessaire. Donc, on va augmenter de 30% notre nombre d'étudiants en France, passer de 4005 à 6000 en gros. Et puis à l'international, aujourd'hui, on a des étudiants en Afrique, à Pointe-Douala, un petit peu à Kinshasa, à Chennai. Donc, aujourd'hui, ça représente 2500 étudiants. On va passer à plus de 5000 avec la montée en puissance du Brésil, de l'Équateur, les nouveaux campus en Afrique et on l'espère, un nouveau campus à Manille. Donc, c'est colossal comme progression. Changement. Voilà. Donc, c'est ce que je trouve particulièrement marquant et intéressant. Alors, merci beaucoup, Jean-Michel. Pour terminer, je vais juste effectivement rappeler qu'il y a un autre rendez-vous très intéressant aussi à venir le 16 octobre. Donc, notez-le. Les alumni organisent leur rencontre ICAM en multiplex sur tous les sites français. Et le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Ils auront comme invité Luc Julia, qui, si je ne me trompe pas, est un spécialiste de l'intelligence artificielle qui vient de rentrer des États-Unis pour la France. Et puis avec Yann Ferguson, mais on parlait de la recherche tout à l'heure. Voilà, Yann Ferguson est un de nos chercheurs sur le site de Toulouse, qui est un des alors je crois que le terme employé, c'est un des champions de l'intelligence artificielle en France dans ses travaux de recherche sur ce sujet. Donc voilà, donc n'hésitez pas à noter cette date. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Michel pour voilà, cette matinée ensemble. C'est un grand plaisir. Ça nous a permis de lancer, c'était une première intervention sur le sujet du plan stratégique. Il y en aura d'autres. On espère aussi vous partager que ce webinaire ce matin pourra être vu en replay par de plus nombreuses personnes. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, comme je vous le disais en début de conférence, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube non seulement les conférences dédiées à la pédagogie à l'ICAM, mais aussi énormément de petits films très bien faits sur nos campus, sur nos parcours, sur nos étudiants, sur la fondation. Voilà, il y a une multiples petits documents à regarder qui sont passionnants. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous et merci d'avoir pris du temps pour l'ICAM. Au revoir.